Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou. Bonjour et bienvenue dans cette émission Génération Geek sur RCF, une émission consacrée au Festival des Imaginaires Ludiques ici à la Hallotoile en ce vendredi 25 septembre. Si vous nous regardez sur internet, ça fait la 4e fois de la soirée qu'on vous dit bonjour, mais c'est toujours un plaisir. Pour vous, auditeurs de RCF, on vient évidemment se présenter à nouveau. Nous sommes comme chaque semaine accompagnés de la délicieuse Marjorie Glénisson. Salut Marjorie. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Du fabuleux Xavier le magnifique. Salut Xavier. Merci Fabien le majestueux. Merci beaucoup Xavier. Alors pourquoi ces petits surnoms ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle. Je crois que parmi tous les univers qu'on aura évoqués en cette série d'émissions consacrée au Festival des Imaginaires Ludiques, le jeu de rôle, c'est peut-être l'un des univers qui fait le plus peur aux non-initiés, qui semblerait peut-être celui réservé aux geeks les plus barbus et les geeks les plus reclus dans leur univers et pas ouverts sur le monde. On va vous montrer que c'est complètement faux, que c'est très très riche. Il faut arrêter de véhiculer une mauvaise image du jeu de rôle et pas le jeu de rôle comme la mauvaise blague qu'on entend depuis 40 ans. Alors pour ça, on est accompagné d'invités tous aussi prestigieux les uns que les autres. On va commencer par l'invité qui est à ma droite, le Grumpf. Je te laisse te présenter. Donc le Grumpf, je suis auteur, illustrateur, traducteur, éditeur de jeux de rôle. Et je joue depuis un peu plus d'une trentaine d'années régulièrement, quoi. Alors si vous nous regardez, là effectivement pour le côté barbu, je suis désolé, on peut pas faire mieux. Alors à ma gauche, Mathieu, alors un peu moins barbu, nettement moins prestigieux. Pour le coup, j'ai commencé le jeu de rôle vers mes 11-12 ans. J'ai baigné assez tôt dedans. Et il se trouve que j'ai un entourage en plus qui est vraiment bercé dans la culture du jeu de rôle. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à me passer de cette passion. Et donc, Et ça se voit. Voilà, et effectivement, là, je suis habillé comme pour aller dans un grandeur nature. On en reparlera, je pense, plus tard. Et quant à ma profession, animateur en maison de retraite, je ne fais pas encore de jeu de rôle là-bas. J'espère peut-être dans 20 ans, qui sait. On sera là. juste à ta gauche, nous avons Clément, c'est ça ? Oui, Clément. Ouais. Alors, moi, je suis là au titre de l'organisation du festival. Je suis le chargé de com. Voilà, désolé pour la com du coup. Je suis aussi joueur de jeux de rôle. J'en lis beaucoup plus que j'en joue, même si j'y joue beaucoup. Voilà, je suis essentiellement un gros consommateur, notamment des productions du Grumpf. Voilà, donc je joue depuis un certain nombre d'années, 25 ans. 25 ans. Ça fait 25 ans que je joue à peu près toutes les semaines. Alors, on a un plateau riche ce soir, parce qu'on a aussi deux invités derrière le canapé. Mademoiselle. Bonjour, je suis Léonie. Et venant d'Allemagne, il a fallu que je vienne en France pour découvrir le jeu de rôle. J'en ai jamais joué avant. Et alors, le jeu de rôle n'est pas que masculin. Merci Léonie d'être présent sur le plateau pour montrer qu'il n'y a pas que des barbus sur le plateau de Génération Geek pour parler de jeu de rôle. Juste à côté, Mathieu, je suppose, si je suis... Non, Valentin, quel imbécile. Donc bonjour, moi c'est Valentin, un autre barbu. Donc je suis simple lycéen et puis je fais du jeu de rôle depuis 1 an. Voilà, souvent en joueur. Alors, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ? Xavier, tu es ancien rôliste, alors même si on reste rôliste à vie, c'est juste que tu pratiques un peu moins en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que le jeu de rôle ? C'est compliqué en quelques mots. Le principe juste, c'est d'incarner un autre personnage. Après, suivant le jeu auquel vous jouez, vous pouvez jouer dans un monde médiéval fantastique, un monde futuriste, un monde actuel, un monde complètement inventé. Et on vous invite à jouer un rôle
un voleur, un magicien, un policier, un ange déchu. Il y a autant de jeux de rôle que, enfin, je dirais presque de mondes qui existent. Enfin, on pourrait demander au Grumpf de nous parler de ça. Il est carrément producteur de jeux de rôle, donc on fait un peu ce qu'on veut avec les jeux de rôle, puisque c'est le principe. On quitte ce qu'on est au quotidien pour incarner quelque chose qu'on pourra peut-être jamais être. Donc c'est l'occasion de tenir un rôle, de faire l'acteur peut-être. Voilà. Alors, moi j'ai une bonne définition, enfin de pratique. Parce que c'est vrai que le jeu de rôle, c'est souvent très compliqué à expliquer quand on joue pas. Et au moment où on s'installe à la table de jeu et on commence à jouer, c'est généralement instantané. Il y a 10 fois moins d'explications à fournir que pour un jeu de plateau ou n'importe quelle autre activité ludique. La manière de pratiquer le jeu de rôle est extrêmement simple. C'est Jérôme Larrey, qui est un autre auteur de jeux de rôle en France, qui a défini un petit peu, qui a défini un bon truc. C'est un petit programme, un peu comme un programme informatique, un vieux programme basique. Donc ça fait 0, choisissez un personnage, ce sera votre avatar dans le jeu. 1, donc le joueur dit au meneur de jeu ce que son personnage fait ou pose une question au meneur de jeu. 2, le meneur de jeu répond à la question ou dit ce qu'il se passe en conséquence de l'action du joueur. Et 3, on revient en 1. Et tout le principe, c'est de toujours parvenir à revenir en 1, de passer de 1, 2, 3, puis revenir en 1, etc. Par un jeu de dialogue. Donc on est dans une espèce un jeu qui est à la fois de la dialectique et de la maïotique. Parce que c'est un dialogue entre les joueurs et le meneur de jeu, et les joueurs entre eux. Et maïotique, parce qu'au fur et à mesure que le dialogue s'exprime, que s'installe, il y a une histoire qui naît. Il y a une histoire qui se développe, un récit. Si on reprend un peu des termes de littérature, un récit qui correspond à l'ensemble des paroles, des actions des personnages et des paroles des joueurs et de ce que le MJ donne en retour comme conséquence et dans l'évolution du monde, dans la manière dont les figurants, ce qu'on appelle les personnages non joueurs, les figurants répondent aux personnages des joueurs, etc. Voilà. Et donc ça, c'est pour ce qui est du jeu de rôle sur table. En tout cas, ça se passe comme ça. Pour le grandeur nature, c'est un petit peu différent, bien qu'un certain nombre de principes soient toujours les mêmes. Et du coup, c'est vrai que c'est une activité qui en soi n'est pas très compliquée à mettre en œuvre. Il y a qu'une seule difficulté réelle, c'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la place du meneur de jeu. Ce qui nécessite généralement un investissement un peu plus important parce qu'il faut écrire une intrigue, pas une histoire mais une intrigue préalable, éventuellement développer un peu l'univers, etc. Et puis il y a une petite difficulté, c'est que pour arriver à bien articuler le retour en 1, c'est-à-dire que quand le meneur de jeu dit ce qui se passe ou répond aux questions, des fois il a besoin de règles, il a besoin de faire appel au hasard, il a besoin de faire appel à des règles techniques. Comme dans tout jeu de société, c'est-à-dire que des règles qui sont comme un moteur physique de jeu vidéo et qui disent si ton personnage fait ça, alors il se passe ça. Et de manière soit par le biais du hasard avec des dés, etc., soit par le biais de simplement la logique et la cohérence de l'univers. Voilà. Alors, je suis pas un joueur moi de jeux de rôle. Par contre, ce que j'en comprends et ce que j'en entends dans l'explication, mais de ce que j'en sais par ailleurs, je trouve que c'est assez proche de la lecture. Je vais comparer ça à d'autres médias, le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, on a des images, et donc les images vont moins faire appel à l'imagination. Quand on lit un livre, on est obligé d'imaginer vraiment avec l'outil imagination du cerveau, d'imaginer les scènes, d'imaginer le visage des personnages, la couleur, l'ambiance, etc. J'ai l'impression que dans le jeu de rôle, on fait appel très fortement à cette imagination-là, effectivement à cet esprit qui est quelque chose de très très important et qui est toujours utile à développer pour plein d'autres domaines, même des domaines professionnels, d'ingénieurs, etc., où il y a besoin d'avoir effectivement cette imagination-là pour trouver des solutions. Vous me dites si les uns et les autres, si je me trompe, si effectivement c'est l'imagination qui est au cœur de la dynamique du jeu de rôle. Alors moi je suis en plus bibliothécaire, donc j'écoute et les podcasts, je lis les livres sur la production, la réflexion autour du jeu de rôle et sur la bande dessinée et la littérature. Et du coup effectivement je rebondis sur ce que tu disais, il y
y a la même idée de création d'histoire en fait. Quand on lit un livre, on va pas lire la même histoire que quelqu'un d'autre qui lit le même livre. Ça va pas déclencher les mêmes effets. On va faire rentrer dans cette lecture toutes ces expériences personnelles. C'est la même chose dans une bande dessinée où en fait le lecteur, le but de la bande dessinée, c'est de réfléchir à ce qui se passe entre les cases, pourquoi il y a un tel déroulé en fait. Et dans le jeu de rôle, on a ça aussi, mais en beaucoup plus libre, puisque le meneur de jeu, celui qui va préparer et animer la partie, qui va donc en fait discuter de tout ce qui se passe pour faire intervenir les joueurs. Lui va offrir un espèce de guide qui peut être juste un guide de départ ou il peut être beaucoup plus dirigiste en fonction de ce qu'il veut faire. Il va proposer une histoire, mais qui va être beaucoup plus libre qu'une histoire écrite dès le début et écrite intégralement en fait. Alors pourquoi je parle de l'imagination, c'est que il y a parfois des parents effectivement qui voient leur enfant se plonger dans les univers du jeu de rôle ou des jeux de rôle et qui sont un petit peu inquiets éventuellement de ça. Néanmoins, d'un point de vue éducatif, on sait bien qu'aujourd'hui, une des difficultés pour certains enfants et certains jeunes enfants, c'est justement ce rapport à l'image qui est omniprésent, beaucoup plus présent peut-être qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et effectivement, le jeu de rôle permet sans doute de développer effectivement cette faculté de pouvoir imaginer les choses. Une question à nos rôlistes qui sont derrière. Léonie, tu disais tout à l'heure que tu étais venue en France et que tu avais découvert le jeu de rôle en France. Comment ça s'est passé en quelques mots et qu'est-ce qui t'a attiré dans le jeu de rôle? Est-ce que ma question est assez claire? Est-ce que j'ai pas parlé trop vite? J'ai parlé trop vite. Je vais rajouter autre chose. En plus, en venant d'Allemagne, qui est quand même l'un des pays le plus joueur. C'est-à-dire que là où il y a des joueurs en Europe, c'est quand même en Allemagne. Vous jouez énormément en famille, entre amis. Il n'y a pas que de la bière en Allemagne, il y a aussi non, il y a aussi beaucoup de jeux. Donc du coup, pourquoi le jeu de rôle simplement en France et pas en Allemagne? En fait, c'est parce que j'ai habité 1 an en France et là j'ai fait la connaissance avec l'association qui m'a fait connaître le jeu de rôle. Une association de jeux de rôle. Et l'association L'Aile Noire à Falaise en Normandie. Super association. Et en étant entre nous, on a fait les jeux de rôle et ça s'est super bien passé. Au début, j'avais un peu des problèmes de langue. J'étais pas très très sûre si ça va passer ou pas, mais non, en fait, c'était pas raisonnable d'avoir peur. Ça se joue, on joue et on est dedans. Et ça craint rien. Parmi vous, alors, tu as dit, Groom, tout à l'heure, MJ c'est maître de jeu. Parmi vous, je suppose que tu es maître de jeu en tant qu'auteur. Ça me paraîtrait bizarre que tu ne l'aies jamais été, en tout cas. Mais à part toi, qui d'autre a déjà testé cette position de maître de jeu? Tout le monde? Alors, Clément et moi, a priori, on a déjà pas mal masterisé. Ah oui. Masteriser, c'est l'anglicisme pour dire jouer le rôle du maître de jeu. Merci Clément. Le game master. Alors, effectivement, quand on dit qu'on est bercé dedans, il y a des mots qui vont revenir régulièrement dans le langage que je vais essayer de pas adopter. Je pense que quand on commence à beaucoup jouer, à un moment, il devient intéressant de prendre cette position de maître des jeux. Ça donne un tout autre regard. C'est-à-dire que quand on est joueur, on ne maîtrise finalement que notre personnage. Être autour d'un univers, comprendre un univers, le jouer, ça élargit encore une fois ce côté lié à l'imaginaire. Quand on est joueur, on développe l'histoire, que quand on est maître des jeux, on a créé les bases d'un univers, ou alors on s'inspire d'un univers. En tout cas, on va construire quelque chose d'un petit peu plus grand. En fait, on dépasse un peu la condition de joueur. C'est une vue un peu au-dessus qui est très intéressante à suivre. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les maîtres des jeux, mais... Alors, du coup, moi, pour résumer, il y a deux aspects. Où tu es joueur, enfin, quand tu es joueur, tu ressens pas t'as pas les mêmes choses que quand tu masterises, comme on dit. Hein. Quand tu es joueur, tu participes à une histoire, tu entends une histoire et tu essayes de la faire vivre, que quand tu es maître, tu as plaisir à faire vivre une histoire à travers tes joueurs. Je vois ça comme ça, moi. Alors très classiquement, oui, c'est vrai que pendant... Et puis tout le monde ne peut pas être maître de jeu. Alors, tout le monde peut être joueur, mais tout le monde ne peut pas être maître de jeu. Maître de jeu, c'est un investissement personnel supplémentaire. C'est vrai que être joueur,
c'est un peu comme se mettre les pieds sous la table. Et le maître de jeu, c'est d'avoir passé un peu de temps dans la cuisine à préparer le repas. Pour simplifier très fortement enfin, trouver une comparaison un peu forte. D'un autre côté, c'est vrai que cette dichotomie joueur et maître de jeu a été vraie pendant très longtemps, mais est toujours vrai dans la plupart des jeux, mais ça fait quand même une bonne quinzaine d'années maintenant même un peu plus, qu'on assiste à des remises en cause de ce qu'on appelle le partage de pouvoir en fait autour de la table de jeu. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches. Il commence à y avoir pas mal de recherches sur la jeu-de-rôlologie, on pourrait dire, sur la théorie des jeux, etc. autour du jeu de rôle, la manière dont ça se passe autour de la table. C'était au mois de juin, il y a eu le premier colloque universitaire qui a été organisé en France autour du jeu de rôle à Paris 13 et Paris 3. Donc organisé par des professeurs d'université et avec pas mal d'intervenants universitaires et du monde du jeu, où pas mal de questions ont été discutées justement à ce moment-là. Et en fait, il y a plein d'éléments dans le jeu de rôle, plein de choses assez distinctes. Et notamment dans ces choses, il y a le partage du pouvoir entre le meneur de jeu et les joueurs. Où pendant très longtemps, effectivement, on avait un meneur de jeu entre guillemets tout puissant qui amenait l'univers, qui contrôlait tout sauf les personnages, et les joueurs ne contrôlaient que les actions de leurs personnages et rien du tout. Et puis on a commencé à avoir des jeux qui ont proposé aux joueurs de décrire eux-mêmes les conséquences de leurs actions. Si tu réussis, dis-moi ce qui se passe. Si tu rates, dis-moi ce qui se passe. Et c'est plus le MJ qui disait ce qui se passe. Et puis on a des jeux qui aussi proposent aux joueurs d'inventer une partie de l'univers, c'est-à-dire de décrire par eux-mêmes des éléments de la fiction, des éléments de l'univers qui vont être intégrés au récit commun. Et puis on a aussi maintenant des jeux, depuis un bon moment maintenant, une bonne quinzaine d'années, on commence à avoir des jeux sans meneur de jeu, c'est-à-dire il n'y a que des joueurs. Et soit il n'y a pas besoin de meneur de jeu, soit le rôle de meneur de jeu est tournant autour de la table. Chaque joueur est en meneur de jeu à tour de rôle sur chaque scène, avec un découpage. Voilà. À chaque fois, c'est toujours dans des intentions ludiques très précises pour, par exemple, émuler les dramas des séries américaines type Desperate Housewives, The Shield ou autres, dans lesquels il y a les rapports entre les personnages sont très complexes et tout est auto-centré autour des personnages, et donc finalement c'est les oppositions entre les personnages ou les tensions qui existent entre les personnages qui sont les plus importantes, et du coup finalement l'univers n'a pas besoin de meneur de jeu puisque l'ensemble de l'histoire va se créer autour des personnages. Donc on a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années, et qui permet une très très grande liberté à la fois dans les thématiques, dans les approches et dans la ludologie propre au jeu de rôle, quoi. Alors c'est une thématique qui est bien plus complexe et qu'on la creuse un petit peu que ce qu'on peut l'imaginer au premier abord. On va creuser encore cette thématique. Avant ça, une pause musicale, Xavier. L'artiste qu'on a écouté pendant toute cette série d'émissions, De Vincile. Vincile tout court. Vincile. Voilà. Vinci, c'est autre. De Vinci, c'est autre chose. Vincile, pardon. Vincile, qui là est featuring sur un titre produit par. J'ai pas le nom complet sous les yeux, mais on va écouter 50-50. Faisons les choses à moitié, 50-50. Laissons le sillon parler, wiki. Pourquoi pas splitter sans se quitter à demi uni? Diviser pour mieux rimer, Vici. Des mots qui font claquer la langue, Fritzi, Patsy. Mais pour qui tu t'es pris ma grande Qui, Missy? Quoi, toi, qui n'a pas le poids d'un demi-piggy? De l'honneur, on a juste un doigt, iti. Osez laisser les choses inachevées, dévoiler les mots inavoués, une éternelle pause. On a aiguisé nos folies, épuisé nos familles, déguisé nos anomalies, dames et scellés, et écrit ces mots. On a dit moi, toi, moi. Ça coûtera 3 fois, rien un bras parfois. On partagera page par page et case par case. On fera 4 par 3.
couper la poire en deux, ni fille, ou 50-50 en mode midi, minuit. On fait ça pour la par amitié, promis. Et sinon t'as un vrai métier, money. Rap c'était moitié mieux avant, j'ai dit, Didi, mais c'est moitié mieux maintenant, Easy, Iggy. On a créé un monstre, ouais, freaky, moitié humain, moitié profit, produit. On est bien dans nos pompes, mais chacun dans la sienne. J'ai vu des salles à moitié vides, moi à moitié pleine. Et quand on fait les comptes, les sommes sont les mêmes. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Des poches à moitié vides, des poches à moitié pleines. Divisé pour mieux rimer, Didi, Vici. Divisé pour mieux rimer, Didi, Vici. Retour dans Génération Geek, voilà, avec un petit décalage technique de retour dans Génération Geek pour cette émission à l'occasion du Festival des Imaginaires Ludiques consacré aux jeux de rôle. On est en direct de la Halle aux Toiles sur Internet et si vous nous écoutez sur RCF, on a passé un très très bon vendredi soir. Xavier, Marjorie, on a rencontré des gens formidables, on a découvert plein d'univers. On n'est pas encore à la fin de l'émission, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Xavier ? On finit par le meilleur. Moi, je trouve que là, on touche à quelque chose qui me plaît vraiment, même si le reste me plaisait aussi. Mais là, le jeu de rôle, ça me fait repenser à mes 11 ans. Je suis arrivé au collège et je savais pas quoi faire le midi. Et j'ai entendu parler d'un club de jeux de rôle. J'ai découvert Donjons et Dragons. Et j'ai encore la version 3.5 dans mon sac ce soir. Donc, voilà. Marjorie ? Moi, je connaissais pas les jeux de rôle et j'ai jamais joué, mais je suis ravie de savoir enfin à quoi ça correspond, étant donné que mon petit frère veut en faire. Donc, Alors, à savoir que demain, il y aura plein de séances d'initiation toute la journée, toute l'après-midi. Donc, faut pas hésiter, des parties courtes d'une demi-heure ou d'une heure. Faut pas hésiter à s'inscrire, c'est très très facile de jouer. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, on en parlait un petit peu en off pendant la pause musicale avec le Grumpf. Est-ce que c'est pas trop technique ? Alors oui, c'est un peu technique, mais en même temps, c'est aussi l'intérêt de Génération Geek, c'est de se rendre compte que des univers dits geeks qui peuvent paraître juste faits pour s'amuser, juste de surface, en fait, ont une vraie profondeur. On avait fait des émissions extraordinaires sur Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit avec notre ami dont j'ai pas le nom ce soir, Michael Deveau, un universitaire qui nous parle de Tolkien et qui écrit des livres sur Tolkien et qui nous montre qu'il y a des choses plus profondes. Ce soir, merci de nous plonger dans le jeu de rôle et dans ce côté aussi technique qui peut être et la profondeur qui peut y avoir. Alors on va rester aussi quand même dans l'expérience parce que on a quand même des invités aussi qui sont sur le plateau pour parler de leur expérience. Mathieu, Valentin, non, Mathieu. Mais Valentin, on parle de toi si tu veux, mais là c'était Mathieu. Mathieu, je vais dire un gros mot, tu es venu déguisé ce soir. Ouais, c'est un Alors on gros dit mot, déguisé ou on dit costumé ? Alors, on dit un peu ce qu'on veut. Beaucoup vont mal le prendre si on dit déguisé, parce que déguisé c'est un peu le carnaval. Pour certains, moi je suis moins puriste. J'ai fait du grandeur nature, j'en ai fait assez peu. Normalement on dit costumé.
il y a quand même un travail et un rôle à jouer du fait du mot costume et pas du déguisement. On n'est pas juste là pour avoir l'air d'un chevalier ou de quelque chose. On incarne un rôle dans un grandeur nature comme dans un jeu de rôle, qui fait que là, on va vraiment parler d'un costume. Alors, un petit tour d'horizon de quelques univers de jeux de rôle. Alors, on va pas être exhaustif, je crois que la liste est extrêmement longue. Je voudrais juste, si c'est possible, que chacun nous parle vraiment le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 30-40 secondes, d'un jeu de rôle. Alors, pas forcément le préféré, parce que c'est difficile d'avoir un univers préféré, mais nous expliquer voilà, l'un des jeux de rôle auquel il a joué, ou pour lequel il était maître de jeu, ou qu'il a écrit, et essayer de trouver des univers un peu différents, des façons de jouer un peu différentes. Clément. Alors, juste, je voulais dire aussi que s'il y avait des joueurs qui ne devenaient jamais maître de jeu, et j'ai un exemple devant moi, c'est aussi parce que souvent c'est des gros feignants. Voilà. Et sinon, en jeu de rôle, et je vois que le groupe me soutient dans mon approche. Voilà. Je l'ai Donc, comme joueur toutes les semaines, donc. Faut aimer écrire, quoi. Hein, faut aimer écrire. Et du coup, oui, pour jeu de rôle préféré, allez, je vais dire celui qui me vient en premier à l'esprit, Agon. Donc c'est un jeu de rôle qui est tiré d'un roman, un des premiers romans français d'heroic fantasy baroque qui a percé dans la fin des années 90. Donc un des premiers grands succès à l'américaine. Donc ça s'appelait Rocheronde, Agon. Donc c'est de Mathieu Gaborit et ça a été adapté en jeu de rôle. Et j'ai dû y jouer une petite dizaine d'années. Léonie. Dans les peu jeux de rôle, faut l'avouer quand même, dans les peu jeux de rôle que je viens de jouer jusqu'à maintenant, c'était le jeu de rôle INS, ça s'appelle, c'est... In nomine Satanis et Magnus Veritas. Merci beaucoup. J'ai joué à un ange sur Terre qui était chargé avec la mission de chercher un démon qui a foutu n'importe quoi sur la Terre. Alors sur RCF, un jeu de rôle avec des anges et des démons, c'est quand même quelque chose, il fallait le faire. C'est ça, In nomine Satanis et Magnus Veritas, c'est que si vous jouez à Magnus Veritas, vous incarnez un ange dans une bande d'anges qui cherchent à contrer le malin, et In nomine Satanis, c'est l'inverse, vous êtes une bande de démons et vous cherchez à faire le mal. Valentin. Les méchants sont pas ceux qu'on croit. Donc moi non plus, j'ai pas joué à beaucoup de jeux de rôle. Mais sinon, dans les jeux de rôle que j'ai joué, il y a le Trône de Fer, c'est tiré de la série du même nom. Donc on joue un personnage du Trône de Fer, pas un des personnages principaux, un personnage qu'on crée nous-mêmes, et on avance dans les intrigues de la cour ou dans les combats. Alors le Trône de Fer, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est Game of Thrones. Mathieu, un choix ? Difficile de faire un choix. Après, si on veut faire ressortir des jeux de rôle un peu différents les uns des autres, on a parlé beaucoup du jeu de rôle sur les thématiques, on va dire fantastiques. Il y a aussi du jeu de rôle historique. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu, même si c'est pas un que je vais pratiquer régulièrement. Pavillon Noir, par exemple, est un jeu de rôle qui met en relief tout le monde de la piraterie, des corsaires, très documenté. En l'occurrence, la prochaine édition est fournie avec tout un tas de plans de navires, de documents historiques. Pour le coup, c'est vrai. Voilà, on peut satisfaire un public exigeant en matière d'histoire, tout comme un public qui est dans l'attente de quelque chose de très imaginaire. Spontanément, je parlerai de celui-là. Après, sur un autre registre encore, il y a les jeux de rôle qui veulent être dans la simulation assez réaliste. J'en vois un qui est Rollmaster. Là, je vais faire plaisir au beau papa qui ne jure que par ça. C'est un jeu de rôle qui veut retranscrire au mieux des réalités. Donc, par exemple, quand on va être confronté à une situation, les règles sont là et sont j'ai envie de dire, massivement là pour recréer les sensations. Voilà, c'est pour les fans de statistiques et en l'occurrence, mon professeur de statistiques y jouait, j'ai découvert sur le tard. Et bon, effectivement, là, c'est pour recréer de manière réaliste, avec l'imaginaire et avec un petit peu de réalisme, certaines situations. Moi, je testerais bien les lames du cardinal. Le Grumpf, est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que, à part pour l'univers, c'est un choix tout pourri ? Alors, je n'ai pas lu les romans et je n'ai pas le jeu, donc ça c'est vraiment le truc sur lequel je peux pas répondre du coup. Je crois que je suis assis à côté d'un des plus grands spécialistes du jeu de rôle dans cette salle. Je sors un jeu de rôle et tu n'as pas la réponse. Toi, quel serait son choix à part l'âme du cardinal du coup ? Moi, le jeu sur lequel j'ai sans doute passé le plus de temps, c'est quelques décennies passées. C'est un univers qui n'est pas un univers en soi.
C'est le premier d'entre eux, c'est le Donjon Verse, enfin celui qu'on appelle le Donjon Verse. C'est l'univers qui est en filigrane dans les règles de Donjons et Dragons, qui a toujours existé et qui en fait peut être décliné à l'envie sous plein de formes et avec plein de subtilités, de différences et d'approches, et c'est un univers qui est assez spécifique parce que il n'existe vraiment que au travers des règles et de la réalité physique que les règles infèrent. Que ce soit au niveau de la magie, des monstres, des sociétés, etc. Et le résultat final, c'est que c'est sans doute un des univers les plus libres et les plus vastes qui soient, dont on a pu dériver des univers comme Pathfinder ou d'autres choses comme ça, Golarion dans Pathfinder, mais en réalité, c'est un univers qui préexiste à tous les autres et qui est quelque part une espèce de modèle de construction qui est vraiment très très intéressante, quoi. Le mot de la fin pour toi, Xavier? Le mot de la fin, donc je vais revenir sur Pavillon Noir, juste pour sortir la bonne blague que la piraterie a le vent en poupe en ce moment, hein. Un petit mot sur ce que j'ai reçu aujourd'hui, qui s'appelle Shan Renaissance. Je ne l'ai pas encore essayé, c'est juste magnifique l'objet. Alors voilà, ici, tout cartonné et à l'intérieur ce n'est que du papier glacé. Ça a l'air vraiment complexe au niveau des règles, mais ça change, pas d'elfes, pas de nains. Voilà, par contre plein de créatures et de races différentes, et ça mêle à la fois fantasy et science. Et un autre que j'espère qu'on va recevoir, c'est les Lames du Cardinal, parce que moi j'ai lu tous les livres, je suis fan de Père Pével, et apparemment la mécanique est un peu originale avec un jeu de tarot. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais voilà. Et il y a beaucoup de choses autour de ce jeu, on en reparlera j'espère prochainement. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, on a passé une très belle soirée ici au Festival des Imaginaires Ludiques. On se retrouve la semaine prochaine sur RCF. Je crois que la semaine prochaine on parlera de cinéma et on parlera de Star Wars. Oh que oui. À la semaine prochaine. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir, Capitaine. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.